Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce jeudi 10 novembre. Le 19 et 20 novembre est un grand week-end pour la culture à Sarreguemines. Les musées fêtent leurs 100 ans d'existence. Pour cet anniversaire, des pièces uniques seront sorties des réserves. Animations et conférences seront aussi au programme. La piscine de Sarralbe entreprend des travaux de rénovation énergétique. L'objectif est d'améliorer le confort des usagers et du personnel, mais aussi d'optimiser l'espace de rangement et les bureaux. Par conséquent, la piscine sera fermée du 14 novembre au 2 janvier inclus. Le centre Aquaglisse de Frémin-Merlebac pourrait bien fermer ses portes lui aussi, mais pour des raisons de prix de l'énergie, les factures démesurées obligent les communes à prendre des mesures drastiques. Le centre aquatique pourrait donc fermer pendant 3 mois cet hiver. À Sarreguemines aussi, on prend des mesures de circonstance. Hier soir, lors du conseil municipal, les élus ont décidé la mise en place d'une extinction de l'éclairage public pendant la nuit. Une expérimentation qui s'appliquera dès lundi soir à des horaires variables selon les zones. Et enfin, samedi soir à Zweibrücken, l'association franco-germano-ukrainienne a manifesté pour rappeler que la guerre frappe toujours à l'est de l'Europe. Malgré la forte solidarité entre les 3 nations, seuls des Ukrainiens résidant en Allemagne étaient présents. Et puis on parlera politique dans la chronique aujourd'hui avec Guillaume qui reviendra pour nous sur le conseil municipal de la ville de Sarreguemines qui s'est tenu hier soir. Ouais, c'était un conseil municipal finalement assez riche, donc on a parlé d'extinction nocturne de l'éclairage public, mais également du ralliement d'Alain Dan à la majorité municipale ou encore de la vente d'un magnifique mais trop vieux et vétuste véhicule de sapeurs-pompiers. De nombreux points importants, on fera le résumé tout à l'heure, merci Guillaume. Il sera aussi question d'histoire en fin d'émission, notre magazine Histoire d'Histoire aborde la vie militaire sous le Premier Empire à travers divers témoignages, notamment sur les héros militaires de notre secteur. Mais avant l'actualité, ce sont les 100 ans des musées de Sarreguemines. Ils seront fêtés le week-end du 19 et du 20 novembre. Toute une programmation inédite sera mise en place. Une conférence de presse a été donnée à l'hôtel de ville pour présenter un aperçu de la célébration. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. La faïence n'a pas toujours été au cœur des collections à Sarreguemines. Le musée municipal d'histoire régionale et d'histoire naturelle a été créé par arrêté municipal en 1922 et exposait plus que de la céramique. En 1972, les collections de faïence prennent leur place rue Poincaré. Aujourd'hui, en 2022, cela a bien changé. Cette évolution des pièces, du bâtiment et de la profession au sein des musées sera présentée lors d'un week-end anniversaire le 19 et 20 novembre. Des œuvres inédites seront exposées. Nous avons une politique d'acquisition. Chaque année, on enrichit les collections et ça va être l'occasion de montrer aussi nos dernières acquisitions. On va avoir des pièces qui n'ont pas été sorties depuis quelques années et donc le principe, c'est de renouveler les vitrines et de montrer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette œuvre, toujours dans la volonté de montrer d'une part la richesse des collections et les coulisses de nos métiers. Un parcours unique sera créé pour l'événement. Pour les 100 ans des musées de Sarreguemines, avec le Moulin de la Blise et le musée de la Faïence, un programme spécial est mis en place avec des animations pour les adultes et le jeune public, mais aussi des conférences avec des historiens. Cette histoire du savoir-faire local est très importante pour la municipalité. Une grande importance, c'est clair, transmission de l'histoire de la ville, faire connaître aux générations actuelles ce qu'était leur ville de Sarreguemines, qu'est-ce qui a pendant 200 ans permis à la ville de rayonner au-delà de ses frontières, donc ça c'est très important. Mais il sera aussi question de l'avenir des musées. D'autres surprises ont été annoncées, mais le secret est bien gardé. Malgré nos tentatives, nous n'avons pas réussi à avoir plus d'informations. Et la piscine de Sarralbe va fermer ses portes lundi pour une durée d'1 mois et demi, soit jusqu'au 2 janvier inclus, pour faire des rénovations énergétiques. Une extension va être construite pour la nouvelle centrale d'air qui renouvellera 100% de l'air à l'intérieur de la piscine. Les travaux ont été décidés suite à des problèmes de ventilation sur l'installation actuelle qui date de 1978. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil et Émilie Hazel. Vous avez jusqu'à la fin du week-end pour faire vos dernières longueurs dans la piscine de Sarralbe. Pour accueillir la nouvelle centrale d'air et les bureaux des employés, une extension du bâtiment est en construction. Cette centrale d'air sera capable de renouveler l'air à 100%. Un chantier d'extension du bâtiment pour
accueillir une centrale de traitement d'air qui sera plus importante que celle qui est actuellement. Cette centrale de traitement d'air a pour but d'améliorer la qualité de l'air pour les usagers et aussi pour le personnel, pour éviter tout ce qui est chloramine, améliorer aussi la sensation de chaleur des personnes qui seront dedans. Les travaux ont déjà commencé en septembre, mais pour que le public puisse en profiter le plus longtemps possible, la date de vidange du bassin a été repoussée et les scolaires ont été invités à se rendre plus fréquemment à la piscine. Donc on a mis en place déjà, on n'a pas vidé le bassin au mois de septembre, donc les activités pour les scolaires ont commencé beaucoup plus tôt. Maintenant les activités pour les scolaires sont par cycle de 2 jours par semaine, sur 6 semaines. Donc on a réussi à faire un cycle jusqu'aux vacances. La piscine fermera dimanche à midi et rouvrira le 3 janvier. Les abonnements donc, ont été suspendus, mais les gens payent à la journée unique, à la journée unique ou à la prestation unique, en attendant de reprendre les abonnements au mois de janvier. Le montant des travaux de rénovation énergétique est estimé à presque 835 000 € hors taxes. Et face à la hausse vertigineuse des prix de l'énergie, les piscines sont noyées sous les factures démesurées. Alors pour ne pas boire la tasse, les collectivités prennent des mesures drastiques. À Frémin-Merlebach, le centre Aquaglisse pourrait fermer ses bassins pendant 3 mois. Et à l'inverse, la piscine de Boulay, raccordée à une unité de méthanisation, devrait faire le bonheur des nageurs tout l'hiver. C'est un reportage de Fanny Bragard. Comme un poisson dans l'eau, Léo enchaîne les plongeons. Mais la crise énergétique pourrait avoir raison de son entraînement hebdomadaire. Chauffé au gaz, la facture flambe pour ce centre aquatique très énergivore. On a fait donc un nouvel appel d'offres pour le prix de l'énergie. Et les chiffres sont assez exorbitants, donc on a fait plus de x7 sur le prix du gaz et plus de 2,5 sur l'électricité. Avec ces tarifs-là, on va avoir un surcoût estimé à plus de 1 100 000 € de facture énergétique en plus. Pour ne pas plonger dans le rouge, la piscine communautaire pourrait fermer pour 3 mois début 2023. Associée à une baisse de la température et une réduction des plages horaires, cette interruption les mois les plus froids de l'année permettrait d'économiser 450 000 €. Néanmoins, avec une consommation de 157 000 m3 en 2021, la communauté de communes de Frémin-Merlebach envisage d'abandonner le gaz au profit du solaire thermique ou d'une autre solution durable. L'extraction de la chaleur dans les eaux usées de la station d'épuration de Frémin-Merlebach à travers un système de pompe à chaleur dans les eaux usées qui sont naturellement chaudes du fait de leur fermentation et d'amener cette chaleur ici à la piscine, ce qui permettrait de couvrir dans de bonnes hypothèses jusqu'à 50% du volume de gaz. Panneaux solaires, pompes à chaleur ou encore biomasse, les solutions bas carbone ne manquent pas. À Boulay, malgré un investissement de 300 000 €, le président de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois se félicite d'avoir accordé, il y a 7 ans déjà, sa piscine au réseau de chaleur de l'unité de méthanisation voisine. Il couvre depuis 91% de ses besoins en énergie. Aujourd'hui, le chauffage de la piscine pèse entre 40 et 50 000 € par an dans le budget communal. Avec un avantage sérieux, c'est que les prix sont garantis par un contrat que nous avons, une convention que nous avons avec l'association des méthaniseurs, et surtout nous sommes à l'abri des variations telles que peuvent les subir les autres équipements publics aujourd'hui. Grâce à cette énergie verte, le bassin de 25 mètres et ses nageurs passeront l'hiver au chaud, dans une eau à 28 degrés, sans risque de pénurie et sans augmentation de tarifs. Et c'est maintenant l'heure de la chronique politique. Guillaume va nous résumer les grandes lignes du conseil municipal d'hier soir. Alors pour moi, hier soir, les points les plus importants ne figuraient pas dans l'ordre du jour du conseil municipal de Sarreguemines. Néanmoins, il y en a quelques-uns qui méritent d'être portés à l'attention de nos téléspectateurs. Je vous propose de les découvrir dans ce reportage. Le conseil municipal a débuté de manière inhabituelle par une présentation de la réserve du service de santé des armées. On a aussi parlé d'un véhicule de collection hors d'usage qui a été cédé pour 1 € symbolique à l'amicale des sapeurs-pompiers de Sarreguemines. Il s'agit de ce magnifique Delahaye, capable de transporter 13 personnes et dont la première immatriculation remonte à 1936. Les soldats du feu se sont engagés à le faire réparer.
Il ne s'agissait pas hier soir de la foire à 1 €, mais le conseil municipal a décidé de céder à la société Lubatex un terrain de 1182 m² au prix de 1182 €, soit 1 € le mètre carré. L'entreprise mène actuellement un projet d'extension de 2800 m² de hall logistique et pour obtenir le permis de construire nécessaire, elle avait besoin d'une surface perméable supplémentaire, ces fameux 1182 m² qui vont lui être vendus. A noter qu'elle ne fera rien de ce terrain qui restera de la forêt. Margot, si je te dis qu'hier soir, il y a eu en France 2 prises de parole importantes, sais-tu de quoi je veux parler ? Alors, je sais que ce matin, j'ai entendu que Didier Deschamps avait donné la liste des footballeurs qui participeront à la Coupe du Monde au Qatar. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends. Alors, ça fait une annonce importante. As-tu une idée de la deuxième info que beaucoup de gens attendaient ? Et je n'en ai aucune idée, Guillaume. Eh bien, la voici. La municipalité de Sarreguemines a décidé à son tour d'éteindre l'éclairage public. Petite surprise, ce n'est pas le sélectionneur de la majorité municipale qui a fait cette annonce, mais son bras droit, Jean-Marc Schwartz. Je vous propose de l'écouter. Nous proposons une coupure de l'éclairage public tous les soirs à 23 h jusqu'à 5 h du matin, sauf dans les zones qui sont sur le plan en vert et en bleu, pour lesquelles nous vous proposons du lundi au jeudi une coupure de 1 h à 5 h du matin et le week-end, les vendredis et samedis, de 2 h à 6 h du matin, pour tenir compte de l'activité des restaurants, notamment de l'activité des bars, etc., de l'activité du week-end, donc le vendredi et le samedi soir. Cette décision a été mûrement réfléchie et elle est assez technique. Sur ce plan de Sarreguemines, on voit des zones vertes et bleues correspondant au centre-ville, au centre des anciens villages, Neunkirch, Volperswiller et Welferdin, ainsi qu'aux routes principales. Donc sur ces zones vertes et bleues, l'éclairage public va s'éteindre de 1 h à 5 h du matin la semaine et de 2 h à 6 h les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Ailleurs, extinction de l'éclairage public toutes les nuits de 23 h à 5 h du matin. À noter qu'il s'agit d'une mesure prise à titre expérimental. D'accord. Et est-ce que tu sais à partir de quand elle sera officiellement mise en place ? Oui, effectivement, dès lundi soir. D'accord. J'imagine que c'est une décision aussi qui va permettre de réduire en fait les factures d'énergie. Tout à fait, comme toutes les communes, celle de Sarreguemines est confrontée à une explosion des factures. En cette année 2022, une rallonge budgétaire de 300 000 € pourrait être nécessaire pour payer cette hausse spectaculaire des coûts de l'énergie. Et ce surplus est évalué à 700 000 € pour l'année prochaine. D'accord, effectivement, c'est des factures assez colossales. Quelle est la technologie utilisée donc à Sarreguemines pour produire l'éclairage public ? En fait, on en a 2. Il y a des luminaires à LED et d'autres à sodium. Malheureusement, ceux à sodium sont bien plus nombreux. Il y en a en effet encore près de 3000 qui fonctionnent de cette manière. C'est une solution beaucoup plus énergivore que la technologie LED. Il est prévu de les remplacer, comme va l'évoquer à l'instant le premier adjoint au maire. Nous sommes en réflexion totale sur l'accélération du processus, de telle manière à ce que nous puissions être le plus rapidement possible équipés sur l'ensemble de la ville en éclairage LED. Et qu'en est-il donc des éclairages en fait, de Noël qui arrivent bientôt ? Alors là aussi, les élus ont pris des mesures d'économie. Les illuminations de Noël s'éteindront plus tôt cette année. Elles ne seront plus utilisées à partir du 31 décembre contre le 6 janvier les années passées. Très bien. Bon, vu qu'on est dans la thématique de Noël, on peut se poser la question, quand est-ce qu'il démarre le marché de Noël cette année ? Alors le marché de Noël aura lieu du 26 novembre au 24 décembre et comme les années passées, la ville et le délégataire Indigo ont décidé d'offrir 2 heures de stationnement gratuites aux utilisateurs des parkings du Moulin et du Carré Louvain. Coût prévisionnel de cette mesure pour la ville, 36 000 € TTC. À noter que cette mesure sera effective du 25 novembre au 31 décembre 2022. C'est un cadeau avant l'heure auquel les Sarregueminois sont habitués et qui devrait leur faciliter les achats de fin d'année. Il a été également question hier soir d'un ancien magasin, aujourd'hui délaissé, ce qui irrite les élus municipaux. Oui, tout à fait. Il est situé au numéro 4A de la rue Poincaré et je laisse des membres du conseil municipal vous en parler. Depuis 2 ans, il est constaté que la parcelle cadastrée section 01 numéro 20 n'est manifestement plus entretenue. Les logements sont inhabités et la vitrine du local commercial présente un impact important.
Cette situation est problématique étant donné la localisation du bien en centre-ville dans le périmètre Action Cœur de Ville, ainsi que son potentiel commercial. En effet, plusieurs porteurs de projets ont déjà pris attache de la commune, mais le propriétaire n'a jamais donné suite. De plus, les désordres observés sur la vitrine du local commercial doivent être réglés au plus vite afin d'éviter qu'un accident survienne. En lançant une procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon manifeste, le conseil municipal souhaite faire réagir le propriétaire. Écoutons tout de suite un nouvel extrait. Notre manager de centre-ville, Jérémy, lui a envoyé une dizaine d'SMS, lui a envoyé des courriers, lui a écrit aussi bien sur son lieu de travail qu'à l'adresse de son domicile, sans répondre. En tant qu'adjoint, je me suis permis de lui faire un courrier aussi, j'ai jamais eu de réponse. Monsieur le maire lui a envoyé un courrier en LARR, donc avec accusé de réception, et il n'est pas, il existe, mais il ne répond pas. Donc je trouve que c'est dommage de laisser là cette cellule vide, d'autant plus qu'elle apporte un attrait non négligeable. Jérémy a régulièrement, je ne sais pas s'il veut préciser aussi et compléter mon propos, a régulièrement des porteurs de projets qui s'intéressent à cette vitrine. On est quand même à proximité immédiate on est dans l'hypercentre encore en vérité. Et je trouve que c'est vraiment dommage de laisser là cette cellule commerciale vacante. Donc, si Marc Zingraff n'a pas reçu de lettre du propriétaire du 4A rue Poincaré, il a en revanche reçu un courrier qui lui a fait plaisir. Tout à fait. L'ancien élu d'opposition Alain Danne rejoint la majorité municipale et vient donc renforcer les rangs de Marc Zingraff et de son équipe. Absent hier soir pour des raisons professionnelles, il a été officiellement intronisé lors de ce conseil municipal. Marc Zingraff a lu la lettre qu'Alain Danne lui a envoyée. Je vous propose d'en écouter un extrait. Les élections municipales de mars 2020 nous ont permis de siéger au sein de cette belle assemblée et de représenter les Sarregueminois et Sarregueminoises qui nous ont accordé leur confiance. Après 2 années d'activité au sein du conseil municipal de Sarreguemines, je ne peux que témoigner de mon entière satisfaction au sujet du travail accompli pour nos citoyens par la municipalité menée par Monsieur le maire. J'ai toujours rejoint les principes, les valeurs et les projets développés par Monsieur le maire et son équipe. Je ne me suis jamais considéré comme élu de l'opposition, au contraire, j'ai toujours eu le sentiment que mes avis ont été pris en considération dans un esprit constructif pour me permettre de participer à des décisions importantes pour notre ville et ses habitants. Et c'est donc logiquement que je vous annonce officiellement rejoindre la majorité municipale et remercie Monsieur le maire et les élus de la majorité d'avoir accepté ma proposition. L'opposition municipale se fait déjà peu entendre lors des conseils à Sarreguemines. Ce ralliement ne fera qu'accentuer ce sentiment de consensus. En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour ce résumé complet du conseil municipal de Sarreguemines. On te retrouve bientôt sur ce plateau. On change complètement de sujet maintenant avec une réunion des membres de l'association franco-germano-ukrainienne samedi soir à Zweibrücken. Ils ont organisé un meeting pour ne pas oublier que la guerre frappe toujours dans l'est de l'Europe. Les soutiens à cette association sont importants en France, notamment à Lemberg, mais samedi soir, il n'y avait malheureusement que des Ukrainiens résidant en Allemagne présents à cette manifestation. C'est un reportage d'Émile Hazel. Des bougies comme symbole de lumière au milieu de l'obscurité de la guerre. Des drapeaux, des musiques et des chants ukrainiens sur une des places du centre-ville de Zweibrücken pour la première fois. L'association franco-germano-ukrainienne avait organisé une manifestation samedi dernier. L'objectif était de discuter des futurs projets avec les personnes présentes et de ne pas oublier que la guerre a toujours lieu. Ce sont surtout des Ukrainiens vivant en Allemagne qui étaient présents. Je suis un peu déçue, bien sûr. C'est la première fois que l'on fait ça et personne de la ville de Zweibrücken ne nous a soutenus ou n'est venu. On ne nous a pas écrit. Alors je suis très déçue, mais c'est la première fois que ça arrive. Nous n'abandonnerons pas, nous allons continuer. Malgré cette faible mobilisation, Natalia est très reconnaissante du soutien dont fait preuve les Français et en particulier les habitants de Lemberg. Nous faisons des projets transfrontaliers et par exemple Lemberg soutient énormément notre association, ses habitants. Je leur suis très reconnaissante. Ils achètent nos produits surgelés que les femmes ukrainiennes fabriquent. Ils viennent à beaucoup d'événements que nous organisons en France. Nous ressentons ce soutien et nous en sommes très reconnaissants.
und sie sind sehr, sehr dankbar dafür. Le Domino's Bar de Lemberg continue de soutenir l'association en organisant une vente de spécialités ukrainiennes cuisinées par des femmes réfugiées pour venir en aide aux familles. Et sachez qu'une nouvelle manifestation sera organisée le 19 novembre sur la Herzogplatz de Zweibrücken à 18h30. Et dans l'actualité, à Sarreguemines, une nouvelle boutique ouvre ses portes au centre-ville. Rue Pasteur, le jardin sucré vous attend. Une épicerie fine qui vend tout un tas de douceurs, bonbons, chocolat, sirop, thé et autres confiseries, mais aussi de l'art de la table. Des produits exclusivement français et bio. C'est Muriel Poinsignon, originaire de Rémerin-les-Putelanges, qui est aux commandes. Une nouvelle qui met l'eau à la bouche et qui tombe à pic pour les fêtes de fin d'année. Voilà, on marque une pause rapide, le temps de regarder les prévisions de Météo France et on revient pour parler d'histoire avec un grand H. On évoquera les héros de guerre qui ont vécu au pays de Bitche. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderhabitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, les brumes qui se dissipent en matinée laissent découvrir un ciel chargé sur le pays de Bitche, sur le pays des étangs ainsi que sur le pays de Sarreguemines. Les éclaircies tentent de percer au fil des heures et offrent une après-midi de plus en plus lumineuse. Le thermomètre indique 3 degrés le matin, 11 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Martin. Le soleil se lève à 7h38 et se couche à 16h59. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mercredi ? Non. C'est quand mercredi ? C'est quand mercredi ? Papa, on est mercredi ! On est quel jour aujourd'hui ? C'est mercredi. Avec les mercredis, la journée des enfants est aussi celle des parents. On arrive juste à Ambar de chez vous. Rendez-vous dans votre nouveau Burger King, 95 rue principale à Ambar. Burger King ! Bon, c'est là ? Ouais, il y a du boulot. Pour les fêtes, rendez-vous chez Cora, le royaume des jouets et des lutins. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grossbliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication, Mosaïque Cristal, c'est des publicités sur mesure, un ancrage fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 77 86 40 32. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon rentré, et l'essaye, but. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC à l'équipe de Forbach ce samedi à 18h30 en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal.
La vie militaire sous le Premier Empire est une exposition que vous avez peut-être pu voir à la Citadelle de Bitche cette saison. Et pour ceux qui n'en auraient pas eu l'occasion, Histoire d'Histoire revient sur certains éléments de ce morceau d'histoire et en particulier sur les héros militaires originaires de notre secteur. Bon visionnage à tous. Demain dès midi, retrouvez l'intégralité du concert de Radio Mélodie organisé pour les 35 ans de la radio. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Fin stratège, conquérant, réformateur, usurpateur pour certains, le règne de Napoléon Bonaparte a marqué la France. De son sacre en 1804 à sa mort en exil en 1821, ce début de 19e siècle a surtout été marqué par la guerre, une vie militaire qui a laissé des traces jusque dans nos villes et villages. Sarreguemines et Bitche, en ce début du 19e siècle, ne contient qu'entre 2300 et 2600 habitants. Nous sommes ici sur l'emplacement de l'ancien château féodal qui, à l'époque de Napoléon, contenait la gendarmerie et la prison. Le préfet Colchen note une population rurale, très catholique, avec des mœurs très rude et le manque d'instruction. Une population qui acceptera assez facilement finalement la conscription. Parmi les gloires napoléoniennes, notons en particulier Étienne Bernard Mali, une famille du pays de Bitche, qui était le colonel chef de la garde nationale de l'arrondissement, qui s'est illustré lors du blocus de Bitche en 1814-1815, dont on reparlera. Mais aussi des officiers, des généraux tels que Étienne Reiser de Sourtes, Charles-Auguste Kreutzer, dont on voit derrière moi le monument sépulcral de la famille, qui s'est illustré dans la campagne de Russie, en même temps que son beau-frère, le célèbre Charles Gudin, dont le corps a été retrouvé à Smolensk il y a quelques années et dont la dépouille a été enterrée aux Invalides en présence du maire de Bitche. Un dernier général connu, le général Eblé, qui lui aussi a participé à la campagne de Russie et qui est originaire de Saint-Jean-Rohrbach. Jean-Baptiste Eblé naît le 21 décembre 1758 à Saint-Jean-Rohrbach. En 1767, âgé de 9 ans, il rejoint son père et devient canonnier dans le régiment d'Auxonne. Son père qui était sergent dans ce régiment. Jean-Baptiste monta rapidement en grade et il devint général de division en 1793. Il a également été nommé grand officier de la Légion d'honneur en 1804 et baron de l'Empire en 1808. En novembre 1812, il se distingue lors de la retraite de Russie en faisant construire 2 ponts sur la rivière bien connue, la Bérésina, ce qui a permis à nombre de soldats de la Grande Armée de traverser la rivière et d'être sauvés. Nommé quelques jours plus tard commandant de l'artillerie de la Grande Armée, Jean-Baptiste Eblé meurt le 31 décembre 1812 à Königsberg, actuellement Kaliningrad, l'enclave qui fait partie de la Russie, entre la Pologne et la Lituanie. Martin Herlé naît à Sarralbe le 28 octobre 1775.
Son père était berger et son grand-père également. Il est donc issu d'une famille modeste et son éducation devait être très élémentaire au niveau de l'école. En 1790, âgé de 14 ans, il intègre un régiment, le régiment de Bouillon, avec lequel il participe aux premières batailles de la Révolution, les batailles bien connues de Valmy et de Jemmapes. Alors nous sommes ici devant la tombe de Martin Herlé, une tombe remarquable, une des plus connues du cimetière de Sarralbe. Alors ce qui est vraiment remarquable, c'est que toutes les batailles auxquelles il a participé y figurent, comme ici, de Valmy jusqu'à Austerlitz. On retrouve les armes des artilleurs, un fût de canon, une épée, et également la représentation de la Légion d'honneur, puisqu'il était chevalier de la Légion d'honneur. Martin décède à Rohrbach-les-Bitches le 26 avril 1857. Et selon sa volonté, il a été enterré au cimetière de Sarralbe. Une dernière chose à remarquer, il faut bien lever son regard sur le fût vertical de la croix, figure une petite bête. Alors on ne sait pas trop si c'est un lézard ou un salamandre. En tout cas, lézard ou salamandre, cette bête a une histoire. Donc la famille, puisqu'il y a toujours des descendants de Martin Herlé, raconte que, en fait, lors de la campagne d'Égypte, une nuit, dans le bivouac, un lézard ou une salamandre a réveillé Martin Herlé alors que le camp allait être attaqué par les fameux Mamelouks. Et donc, probablement qu'il l'a sauvé. Nous sommes ici dans les cachots de l'ancienne prison de la citadelle, dans un bâtiment qui se trouvait plutôt sur la grosse tête de la citadelle, dont il ne reste que cette partie souterraine, puisque la partie supérieure a été détruite en 1870 et n'a pas été reconstruite pour être recouverte par un matelas de terre. Dans le contexte mouvant historique du début du XIXe siècle, Napoléon tentait de mettre fin aux guerres de la Révolution. C'est ainsi qu'intervient en 1802 la paix d'Amiens. Mais Napoléon, qui tente de mener des politiques expansionnistes, notamment territoriales, provoque la fin de cette trêve avec la déclaration de guerre en 1803 de la part du Royaume-Uni. Donc la poursuite des guerres de la Révolution qui deviennent les guerres napoléoniennes. Avec la déclaration de guerre, intervient des batailles dans la Manche, mais aussi dans les Antilles, à l'occasion desquelles sont faits de nombreux prisonniers britanniques, mais pas que. Ils sont emprisonnés dans plus d'une dizaine de lieux différents, et notamment le fort de Bitche, qui est réputé imprenable et dans lequel sont envoyés les prisonniers apparemment les plus récalcitrants. Et il y a parmi eux des officiers qui ont été confinés dans les casernes et notamment dans les cachots pour avoir tenté de fuir. On compte plusieurs dizaines de tentatives d'évasion. 19 ont réussi en 1812. Dans ces cachots de la prison de la Citadelle, on retrouve les noms de 2 officiers qui ont été emprisonnés pour tentative d'évasion en 1813. Il s'agit ici de Henry Lou Orsi. Alors on n'arrive pas exactement à lire les dates. Ici, par contre, on a un autre ici qui est parmi les plus célèbres, qui s'appelait lieutenant Alan Stewart, qui a tenté de s'évader en juin 1812. Ici, c'est écrit précisément. Et ces inscriptions ont réapparu depuis que le crépi à la chaux qui avait été posé sur les murs à la fin du XIXe siècle est tombé.
Donc en 1814, à la fin de l'année 1813, début de l'année 1814, les soldats coalisés, donc autrichiens, russes, prussiens et autres, entrent en France. Et donc ils arrivent début janvier près de Bitche et ils décident donc de faire non pas un siège comme en 70 avec des canons, mais uniquement un blocus des voies d'accès. Donc à la citadelle, il y a en fait très peu de soldats, des vétérans, et une compagnie d'infanterie. Et il y a très peu d'approvisionnement, les canons sont à moitié opérationnels, il n'y a pas d'artilleurs. Donc le général qui commande, c'est un vieux général qui avait déjà été mis à la retraite, rappelé, qui s'appelle Neuhaus Maisonneuve, c'est un Allemand d'origine, naturalisé. Et l'élément le plus gênant, c'est un corps franc, donc des soldats irréguliers levés par quelqu'un de Sarreguemines, qui s'appelle le colonel Boutet, très sulfureux, et qui est considéré comme un chef de brigand, en fait, en réalité, puisqu'ils ne sont pas soldés, et ils vivent de rapines, de pillage. Et c'est eux, sont les seuls qui vont faire une action militaire près d'Eschenberg, un échec, puisqu'il y aura 7 morts. Donc, en avril 1814, Neuhaus va reconnaître le roi Louis XVIII, et donc c'est la fin du blocus pour 1814. Ça va recommencer l'année suivante, en 1815. Neuhaus est remplacé par un Bitchois, général Kreutzer. Là, les effectifs sont un peu plus complets, mais surtout de la garde nationale de Moselle, de l'arrondissement de Sarreguemines. Des vétérans, il y a des artilleurs, les approvisionnements sont complets. Et il va donc se passer pas grand-chose. Les Prussiens, puisque ce sont eux qui vont succéder aux Bavarois, s'installent au Freudenberg, en haut de la Rosselle, et attendent que Bitche tombe tout seul. Ce qui va se passer donc à la fin avril. Le général Kreutzer va reconnaître le roi Louis XVIII pour une nouvelle fois. Mais là, Bitche va encore subir l'occupation. Pendant 3 ans, les Bavarois vont occuper la citadelle, jusqu'en novembre 1818. Après la défaite de Waterloo, les troupes russes se présentent aux portes de Sarreguemines le 1er juillet 1815. À leur tête, le prince Barclay de Tolly, qui logera ici quelques jours dans l'hôtel particulier du magistrat Pierre Lallemand. Du 1er juillet 1815 à février 1816, près de 55 000 Russes seront hébergés par les habitants de Sarreguemines, Welferdin et Neunkirch. Ils seront largement réquisitionnés, notant par exemple la comptabilité de l'aubergiste Rouff, qui se plaint de la consommation abondante d'alcool, notamment de cognac, par les officiers russes. Au premier traité de Paris du 30 mai 1814, la France perd un certain nombre de territoires qui avaient été acquis au-delà des frontières de 1792, notamment les frontières qui sont au-delà de la limite du pays de Bitche ici. En 1814, la France, donc le pays de Bitche, perd les parties orientales des cantons de Wolminster et de Bitche ici, cette partie-là. Mais l'Alsace, le département du Bas-Rhin, conserve la commune de Niedersteinbach. Au deuxième traité de Paris du 2 novembre 1815, la France doit revenir à ses frontières exactes de 1792. Et là, la France perd certains territoires supplémentaires, notamment une partie de la Sarre, de l'actuelle Sarre, qui avait été conservée, et la commune de Niedersteinbach, qui reviendra au département du Bas-Rhin en même temps que celle d'Obersteinbach en 1825. La place forte de Bitche reste française à l'issue du second traité de Paris du 20 novembre 1815, mais en vertu du traité de Paris du 20 novembre 1815, elle doit être occupée par les armées coalisées victorieuses de Napoléon, et notamment les Bavarois, avec qui le pays de Bitche partage une frontière, puisque le Palatinat est devenu bavarois. Et donc, de janvier 1816 jusqu'en novembre 1818, le fort de Bitche est occupé par 1500 Bavarois.
Il ne faudra qu'une petite cinquantaine d'années pour revoir les Prussiens et Bavarois à l'assaut de la forteresse bitchoise, mais sous le règne d'un Napoléon qui, comme l'écrivit Margaret Mitchell, n'est qu'une pâle imitation du premier.